Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Sir, l'aventure continue pour les Lions de l'Atlas, Drnania. Et aujourd'hui, nous sommes le premier pays africain, arabe et musulman à se hisser dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Le miracle marocain fait parler de lui dans le monde entier. Les Lions de l'Atlas ont fait un parcours exceptionnel et ils sont déterminés à écrire l'histoire en remportant la Coupe du Monde. La demi-finale Maroc-France, c'est mercredi à 20h pour les Bleus. Ce prochain duel s'annonce serré car le mur des Lions de l'Atlas est une défense de fer, la meilleure de ce mondial. Le royaume du Maroc porte l'espoir de tout un continent, le continent africain. Le 11 national a prouvé la qualité technique et individuelle de ses joueurs et saura sans aucun doute faire la différence mercredi. Et pour parler de cette rencontre tant attendue, nous sommes avec Karim Droné. Vous êtes journaliste sportif au groupe Ecomédia et créateur du site sportpro.ma. Bonsoir. Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, en plus de 30 ans de carrière de journaliste sportif, vous avez assisté à l'évolution du sport au Maroc et en particulier du football qui accède aujourd'hui aux plus hautes marches dans ce carré final de la Coupe du Monde. Comment en est-on arrivé là ? Écoutez, c'est le résultat d'un long processus, je dirais, qui a été entamé il y a plusieurs décennies déjà, puisque le football marocain commençait à se structurer depuis bien longtemps, mais il y a eu un coup d'accélérateur il y a une dizaine d'années, avec notamment la création du complexe Mohamed VI de Mamora. Il y a eu également la création de l'académie Mohamed VI qui a permis de révéler des talents tels que Youssef Nesri. Donc voilà, c'est un processus qui a été engagé il y a une dizaine d'années. Il y a une structuration au niveau de la Fédération royale marocaine de football qui est indéniable, et aujourd'hui on le voit, justement, l'organisation, la gestion du football est rationnel, alors qu'avant on était plutôt dans l'approximation. Il n'y avait pas véritablement une stratégie, une vision pour le football national. Depuis une dizaine d'années, depuis l'arrivée de Fouzi Lekja, je pense que ça a véritablement changé les choses. Aujourd'hui, on invite même les clubs marocains de football à s'investir et à changer, à aller vers un statut de société, de société anonyme. Donc ça veut dire qu'on professionnalise le football marocain, et donc cette évolution, ce résultat aujourd'hui ne doit rien au hasard. Il y a eu un travail de fond qui a été fait. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de coachs qui sont passés par là, mais aujourd'hui on a trouvé aussi un coach qui a su donner une âme à cette équipe marocaine et qui véritablement a été le ciment de cette équipe aujourd'hui, et qui lui a donné vraiment ce pouvoir aujourd'hui de pouvoir défier les plus grandes nations du football européen. Et donc on peut que remercier Walid Regragui, Fouzi Lekja et tous ceux qui ont œuvré pour le développement du football au Maroc. Un travail de fond donc qui a porté ses fruits, de Sanaa à Tripoli en passant par Bagdad et Gaza, sans compter nos frères juifs d'Israël. Les Lions d'Atlas sont soutenus aujourd'hui par tout le continent africain et par l'ensemble des peuples arabes. On voit que le sport est un puissant outil de soft power et que le Maroc, tout comme le pays hôte de cette Coupe du Monde, le Qatar, sortent grandis de cette Coupe du Monde. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Écoutez, c'est évident. Aujourd'hui, le soft power marocain est au top niveau. Le monde entier parle du Maroc. Tout le monde parle du Maroc, et en bien qui plus est, parce que l'image que reflète cette équipe est tout à fait extraordinaire. Il y a beaucoup d'amour dans cette équipe. On le voit. On voit Hakimi qui va embrasser la tête de sa mère dans les tribunes. On voit Boufal qui enlace sa maman aussi sur le bord du terrain après la qualification pour la demi-finale. Il y a énormément d'amour, et ça transpire l'amour, et ça renvoie une image du Maroc extraordinaire au niveau international. J'espère que maintenant, on va pouvoir capitaliser aussi sur les retombées de cette belle qualification pour la demi-finale face à la France, à savoir sur le plan socio-économique également. Je pense qu'il va falloir aussi se repencher et peut-être donner un coup d'accélérateur au développement du sport au Maroc en profitant justement de cette belle image. En tout cas, c'est certain, c'est bon pour nos investissements directs étrangers. Ça va donner un coup de projecteur énorme sur le Maroc, peut-être même plus que pour le Qatar. Donc c'est vraiment tout à fait extraordinaire, et on ne peut que s'en réjouir.
Donc France-Maroc, un match que beaucoup d'entre nous auraient voulu éviter, non pas parce que les Lions de l'Atlas se retrouvent aujourd'hui face aux champions du monde favoris de ce tournoi, mais comme pour l'Espagne au tour précédent, nous conservons une proximité particulière avec ce pays qui compte la plus grande communauté de Marocains de la diaspora. Un match qui, j'imagine, a une saveur toute particulière pour vous aussi, Karim. Comment appréhendez-vous ce match ? Bah écoutez, moi, vous le savez, hein, je suis né en France, j'ai grandi en France pendant 26 ans avant d'arriver au Maroc en 1989. Alors j'ai passé plus de temps finalement au Maroc, puisque ça fait 33 ans que je suis ici. Et moi je le vis de manière tout à fait extraordinaire. Comme je le disais, et je l'ai écrit plusieurs fois sur mon site sportpro.ma, pour moi c'est une très belle récompense. Après 33 ans d'engagement dans le journalisme sportif ici au Maroc, c'est le résultat d'un investissement que j'ai fourni personnellement pour justement contribuer au développement du sport marocain. Et aujourd'hui, je vis cette demi-finale vraiment sur un petit nuage comme tous les Marocains, parce que ça fait énormément plaisir de voir cette jeunesse marocaine aujourd'hui nous apporter autant de joie et de voir aussi le public marocain partager avec ses joueurs, avec son équipe, cette joie immense d'être dans le dernier carré, le carré d'or d'une Coupe du Monde. C'est tout à fait prodigieux et vraiment, je le vis très très bien. Et croyez-moi, même pour la demi-finale, mon cœur est marocain. Comme nous tous. Donc un duel fratricide aussi pour certains joueurs, je pense notamment aux Parisiens Hakimi, Mbappé, qui sont liés par une amitié qui dépasse largement le cadre des terrains. Alors comment gérer ce type de rencontre, être sûr qu'ils sauront mettre de côté tout ce qui les lie et tout donner pour leur équipe justement ? Écoutez, comme vous l'avez dit, hein, ils jouent à la vidéo, à la PlayStation ensemble, ils sont souvent à dîner ensemble, ils se retrouvent en permanence, ils ont échangé énormément sur leur téléphone portable pendant cette Coupe du Monde. Kylian est passé voir Achraf, même au camp de base des Marocains. Donc c'est vous dire le lien très fort qui existe entre les deux hommes. C'est vrai que Mbappé a été l'homme qui a porté un petit peu sous son aile Hakimi lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Donc ils sont très très liés. Mais là c'est du football et chacun sait qu'il doit défendre son maillot. Donc on va mettre ça de côté. Ce sera très correct. Ça, je n'en doute pas. Il y aura beaucoup de respect entre les deux hommes. De même que aussi Walid Regragui aussi a des attaches aussi avec Olivier Giroud. Il avait côtoyé lorsqu'il avait fait ses débuts à Grenoble. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'affinités entre le staff technique marocain et le staff technique français, entre les joueurs marocains et les joueurs français. Mais là, c'est un match de football, donc on va laisser ça de côté. On va jouer avec beaucoup d'engagement, mais aussi beaucoup de respect. Et ça, ce sera très beau pour le spectacle. Justement, parlant d'affinité, les relations politiques entre la France et le Maroc ont connu ces derniers mois certaines tensions. Pensez-vous que cela puisse affecter l'ambiance autour de ce match ou au contraire, croyez-vous que le sport peut contribuer à rapprocher les peuples ? Écoutez, moi je reprendrai le mot du président de l'Union des mosquées de France ce matin, M. Moussaoui, donc, qui a envoyé un message très fort, notamment après les incidents qui ont été enregistrés dans plusieurs villes de France, après la qualification donc, pour la demi-finale. Il a appelé donc, justement à apaiser les esprits et à profiter justement de cette occasion pour mieux connaître l'autre, partager ensemble. Alors ce sera peut-être ça le message politique un petit peu de cette rencontre entre la France et le Maroc. C'est apaisons nos tensions et partageons ensemble nos convictions et notre amour pour ce sport qui est universel, le football, voilà tout simplement. Donc je pense que ce sera ça le message politique. D'ailleurs même Didier Deschamps ne veut pas rentrer sur ce terrain-là. C'est un match de football, il ne faut pas l'oublier, c'est un match de football. C'est vrai qu'il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, mais il faut raison garder, à mon avis. Très bien, donc parlons maintenant de la physionomie du prochain match. À vos yeux, comment faudra-t-il aborder les Bleus ? Écoutez, là, il n'y a pas de secret. Hein. Je pense que Walid Regragui l'a d'ailleurs dit ce matin en conférence de presse. Il va l'aborder avec détermination et confiance. Il va l'aborder
comme on a abordé tous les autres matchs, à savoir comme celui qu'on a abordé contre la Croatie, la Belgique, contre l'Espagne et contre le Portugal, c'est-à-dire avec certainement cette double ligne défensive, avec aussi la possibilité pour nos attaquants de trouver des opérations de contre-attaque. Et donc je pense qu'on va jouer avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de rigueur aussi, parce que ce sera très important, surtout de neutraliser ce quatuor Giroud, Dembélé, Griezmann et Mbappé. Mbappé, je pense que Hakimi va s'en charger très sérieusement, mais il ne sera certainement pas tout seul. Il sera certainement épaulé dans cette tâche par d'autres joueurs marocains. Je pense peut-être aussi à Mrabet ou Naï. On va essayer de repousser un petit peu les attaques françaises. Mais attention, ils sont aussi dangereux sur les tirs de loin. Donc il va falloir être très vigilant. Mais là, de ce côté-là, je suis relativement confiant parce qu'on a un excellent gardien, Bounou, qui fait le job jusqu'à présent et qui continuera certainement à le faire. En tout cas, il faut aborder ce match comme les autres, avec détermination, conviction, engagement, même si le physique risque de peser sur les jambes de nos joueurs. On le disait tout à l'heure, le match à venir sera aussi un duel entre Walid Regragui et Didier Deschamps. Cette Coupe du Monde a révélé un tacticien hors pair, en la personne du coach Walid Regragui, qui a su discipliner comme jamais cette équipe et exploiter et mettre en valeur tous les potentiels individuels des joueurs, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le ciment. Moi, je pense notamment à la mayonnaise. Au départ, on a eu peut-être Hervé Renard qui a mis les œufs dans le pot. Ensuite, on a eu coach Walid Halilhodžić qui est venu quand même apporter l'huile. Mais celui qui a fait monter la mayonnaise, c'est indiscutablement Walid Regragui. Il a su donner à ses joueurs la conviction et surtout, il a fait confiance à ses joueurs. Ça, c'est très important parce que si on prend l'exemple de Nesri, par exemple, qui avait beaucoup de critiques au début de la compétition, même avant la compétition, il l'a mis en confiance. Il l'a vraiment soutenu. De même pour Ounahi, qui n'était pas excellent au début de la compétition et qui est monté en puissance. Voilà, c'est un homme qui fait confiance à ses joueurs et il leur donne cette possibilité. Et lui, ces joueurs-là, évidemment, lui rendent bien par la suite. Ils sont à l'aise, ils savent qu'ils ont la confiance du coach, ils ont la confiance du groupe. Et voilà, c'est ça. Il a réussi à faire prendre cette mayonnaise. Et ça, on ne peut que le féliciter pour tout ça. C'est extraordinaire, ce travail qu'il a fait en si peu de temps, parce qu'il a pris l'équipe au mois de septembre. Donc, c'est tout récent. Mais c'est un ancien joueur aussi. Il n'y a pas si longtemps, il était sur les terrains, lui aussi, à mouiller le maillot du Maroc, notamment. On s'en souvient lors de la finale de 2004 en Coupe d'Afrique, notamment. Donc voilà, c'est un homme qui sait parler aux joueurs, peut-être mieux que ses prédécesseurs justement, et qui a cette fibre aussi marocaine. Lui aussi cette double culture à la fois française et à la fois marocaine. Et ça, il a en face de lui des joueurs qui le comprennent très très bien, parce que sur l'effectif des 26 joueurs, on en a quand même 14 qui aujourd'hui font partie de cette diaspora marocaine. Et ça, je pense que le message est très bien passé avec Walid. En plus, il a aussi l'expérience de la Coupe d'Afrique, avec ce titre de champion d'Afrique conquis avec le Wydad de Casablanca. Il a son expérience également avec les joueurs qu'il a pu aligner, notamment le joueur du Wydad, Aitla, qui a été extraordinaire lui aussi depuis le début de la compétition. Il s'est parfaitement intégré dans le moule et dans le schéma tactique voulu par coach Walid. Donc voilà, c'est un homme d'expérience. Bon, c'est vrai qu'en face aussi, il y a un autre monsieur, c'est un grand monsieur du football, c'est Didier Deschamps. Non seulement il a apporté haut les couleurs de la France lorsqu'il était joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur, ça fait quand même 10 ans qu'il est à ce poste, donc il a une solide expérience. Ça va être intéressant de voir comment les deux hommes vont gérer cette rencontre. Jusque-là, le public a joué pleinement son rôle de 12e et tout le monde en est bien conscient. Au Maroc d'ailleurs, la Royal Air Maroc met en place un véritable pont aérien et annonce 30 vols spéciaux assurés par des gros porteurs entre Casa et Doha pour cette demi-finale historique. Avez-vous plus de détails sur cette opération ? Alors moi, ce que je peux vous dire, parce qu'on n'est pas très loin, on est sur le boulevard Massira Radra, ici à Casablanca, où se trouve le siège du groupe Ecomédia et d'Atlantic Radio. On passe régulièrement devant l'agence de Royal Air Maroc, qui est donc sur le boulevard. Il y a une foule immense
incroyable. C'est hallucinant. Je ne sais pas s'il y aura assez de billets, assez de vols pour tout le monde, parce que tout le monde veut aller au Qatar. Après, il va falloir... la plupart d'ailleurs des gens qu'on a rencontrés qui sont devant l'agence sont allés se chercher leur billet d'avion, mais ils n'ont pas le billet pour rentrer au stade. Donc c'est hallucinant cet engouement. Alors c'est vrai que pour le moment, pour cette opération, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je pense que ça se passe un peu mieux que lors de ce quart de finale où il y avait des annonces et que les gens n'arrivaient pas à avoir leur billet. Là, j'ai vu des amis qui sont partis ce matin, pas plus tard que ce matin. Donc apparemment, ça a l'air de mieux fonctionner cette fois-ci. Et un mot sur la technologie. C'est une Coupe du Monde 4.0 que nous vivons au Qatar. Dernière nouveauté pour ces demi-finales, le lancement d'un nouveau ballon connecté truffé de capteurs qui permet d'améliorer encore l'arbitrage. Que pensez-vous de l'introduction de toutes ces technologies dans le football moderne ? Écoutez, c'est inévitable parce que les enjeux sont tellement importants. Il faut aujourd'hui avoir un arbitrage qui soit totalement infaillible. Donc c'est vrai que fini la main de Dieu de Maradona, ça on ne le reverra plus jamais parce que maintenant il y a la VAR, il y a évidemment ces ballons connectés également. Je pense que c'est important parce que on n'a plus le droit à l'erreur en termes de décision arbitrale. Il faut que les décisions soient justes. Là maintenant la technologie nous donne cette possibilité justement d'avoir un jugement infaillible. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Ça va certainement encore peut-être se développer, s'affiner en tout cas. Pour le moment, ce ballon connecté ne nous a pas posé véritablement de problème. Bien au contraire, rappelez-vous cette balle sur le poteau de la transversale de Bounou qui n'a pas franchi la ligne. Ça, justement, ce ballon connecté l'a confirmé. Et donc ça, c'est rassurant. Et puis, ce que je voulais quand même préciser, c'est que ce ballon qui va donc débuter là pour ce dernier carré, pour ces demi-finales, il a un nom très évocateur. Il s'appelle El Herlim, donc en arabe, ce qui veut dire le rêve. Je souhaite que ce ballon soit le rêve des Marocains, Inch'Allah. Absolument. Et peut-on dire, Karim, donc, que ce match est le plus dangereux pour les Bleus? Surtout que la défense des Lions de l'Atlas est l'une des plus solides de cette Coupe du Monde. Très certainement, c'est un match, ça peut être un match piège pour la France. Ça peut être un match piège parce que on l'a vu, des équipes comme le Portugal, pourtant qui était donné parmi les favoris, ont buté sur cette défense marocaine. Donc il va falloir trouver des solutions. C'est pas au Maroc de chercher les solutions, c'est aux Français, c'est aux tricolores de chercher la solution pour essayer d'approcher des buts de Bounou. Et ça va être assez compliqué. Certainement que actuellement, je pense que Didier Deschamps doit se gratter la tête parce que ça ne doit pas être très simple de trouver la solution pour approcher de la cage de Bounou. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, ils ont peut-être la solution des tirs de loin. On l'a vu avec Tchouaméni en quart de finale. Mais attention, ça ne va pas être simple pour les tricolores. Ça va être très loin d'être simple. Alors, Walid Regragui est venu avec son nouvel état d'esprit. Est-ce là la seule explication de cette mentalité de gagnant qu'a le Maroc, ou peut-être que le football marocain est tout simplement arrivé à sa maturité ? Alors je pense que là, on a effectivement une belle preuve de maturité de notre football grâce à cette équipe nationale. En tout cas, cette équipe nationale fait preuve de beaucoup de maturité. Il y a aussi un élément que je voudrais mettre en évidence, et j'en avais parlé sur mon site sportpro.ma, grâce à une lettre que j'avais reçue d'une auditrice qui était vraiment très poignant. C'est aussi cet amour des joueurs marocains, cet amour qui a été conféré finalement par leurs parents, même pour ceux qui sont grandis en Europe, les parents ont su leur donner cet amour du pays d'origine du Maroc et cette joie de porter le maillot du Maroc. Et aujourd'hui, ils ne font pas du semblant, hein, ils sont vraiment engagés, ils sont corps et âme avec le Maroc, ils sont toujours en liaison avec le Maroc et ils ont envie de porter très 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 haut ces couleurs. Et c'est vrai que aussi pour eux, c'est aussi un formidable tremplin pour la suite de leur carrière. Je vois aussi par exemple Mrabet qui est approché à l'heure actuelle par Liverpool, on parle de Unai à Barcelone. Vous voyez, c'est aussi une vitrine pour ces joueurs. Donc l'engagement est total. Ils donnent tout au niveau collectif, mais ils en auront aussi toutes les récompenses au niveau individuel, c'est certain. Merci à vous, Karim. On arrive à la fin de cette émission, mais très 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 rapidement, j'aimerais avoir un pronostic avant qu'on termine pour le prochain match. Oh là là. Oh là là.
Ça va être difficile. J'avais donné 1-0 pour le match de quart de finale contre le Portugal. Je ne me suis pas trompé. Allez, je vais dire 2-1 pour le Maroc, Inch'Allah. Ah, espérons, on y croit. En tout cas, merci à vous, Karim Droné, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif au groupe Ecomédia et créateur du site sportpro.ma. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Et c'est donc la fin de l'invité de la rédaction pour aujourd'hui. On se retrouve demain.